Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans Décideurs engagés, l'émission des décideurs engagés, l'émission où on se dit tout sur l'Hémicycle TV. Et je reçois aujourd'hui Christine Lavarde. Bonjour Christine Lavarde. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes sénatrice des Hauts-de-Seine, membre de la commission des finances au Sénat, membre de la commission des affaires européennes, présidente également de la délégation sénatoriale à la prospective. On va parler de vous, Christine Lavarde, parce que vous avez été l'une des plus jeunes élues, en tout cas, à arriver au Sénat, dans une enceinte très patriarcale. Mais d'abord, parlez-nous de vous. C'est un peu le concept de décideur engagé, décideuse engagée. Qu'est-ce qui vous a forgé, qu'est-ce qui a forgé votre caractère et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Alors, si je devais choisir deux caractéristiques, je pense que je dirais que je suis quelqu'un de très engagé et de très altruiste. Ce qui parfois peut être aussi un défaut pour son entourage, mais engagé dans le sens, à partir du moment où j'ai dit que j'allais faire quelque chose, je me donne tous les moyens d'y arriver, donc que ce soit pour une performance sportive, pour un engagement associatif ou politique, quand on m'a proposé de me confier des responsabilités. Et très altruiste parce qu'en fait, je pense qu'aussi, j'hésite pas à donner beaucoup de temps aux autres, à toujours vouloir rendre service et à me dire que j'ai la chance d'avoir bénéficié d'un cadre familial et social très positif, privilégié, et donc que je dois aussi rendre un peu de tout ça à ceux qui ont peut-être moins de facilité ou moins de chance. Vous êtes championne de France de duathlon, c'est pas rien. Hein. Vous avez fait un Ironman, je crois. Comment est-ce qu'on arrive au bout? Le marathon, c'est votre passion et vous le transmettez aussi. Hein. Vous faites du bénévolat aussi dans ce sport-là. En fait, je pense que dans tout ce que vous citez, c'était vraiment l'application de seul on va vite, à deux on va plus loin. C'est-à-dire que c'est des projets que j'ai menés pas toute seule, hein, avec d'autres amis. On s'était dit, allez, on va faire ça, on va essayer même pas de se prouver, mais de montrer qu'on peut le faire. Quand j'ai fait l'Ironman, cette année-là, j'ai été en même temps suppléante aux élections législatives. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Je me suis mariée 3 mois après. Bon, je peux vous dire que j'avais pas préparé chaque détail du mariage, mais ça s'est quand même bien passé. Sportive, haute fonctionnaire et en même temps une vie familiale. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? Alors après, je vais dire, ça c'est des choix. C'est souvent ce qu'on me dit, mais moi je suis très frappée. Je suis très engagée dans l'école de mes enfants, toujours dans l'idée de dire que c'est important. Oui, moi, il faut être là pour c'est important de leur montrer qu'en fait, je fais pas un métier si particulier que ça et que surtout, ce qui compte, c'est de rendre service, enfin qu'on reçoit mais qu'on doit aussi donner. Donc effectivement, et là, les autres mamans me disent mais comment tu fais? Comment t'as le temps? En fait, c'est juste des priorités, c'est-à-dire que je vais avouer, je ne vais pas souvent au cinéma, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais après, c'est un choix de vie et courir, on peut toujours courir le matin et d'être arrivé à l'heure pour ensuite aller à l'école et ensuite il faut choisir ses créneaux, peut-être se lever plus tôt. Il faut s'organiser. C'est vraiment une question d'organisation, mais ça, à chaque âge de la vie des enfants, en plus, les choses sont peut-être plus faciles. Les choses sont très différentes, exactement. Comment est-ce que vous avez appréhender, je dirais, votre arrivée au Sénat en tant que jeune femme, hein, 32 ans, c'est jeune, dans un milieu d'hommes. Il y a beaucoup de sénatrices, bien sûr, mais c'est quand même un milieu très patriarcal. Comment est-ce que vous avez appris à évoluer dans cette enceinte? Alors, je vais dire que mon arrivée, elle a été, à la différence d'un certain nombre de mes collègues, à partir du moment où je savais que j'étais sur la liste des sénatoriales, au regard de la manière dont se passe l'élection dans les Hauts-de-Seine, je savais déjà que ma probabilité d'être élue était très forte. Donc en fait, j'ai eu, on va dire, 2 mois pour me préparer entre le moment où j'ai été sur la liste et l'élection. Après, je pense que aussi ma grande chance était que j'arrivais en ayant déjà un certain nombre de codes, notamment parce que donc j'ai été élue en octobre 2017. J'étais déjà élue dans une ville de 120 000 habitants depuis 2008. Entre 2014 et 2017, adjoint au maire. J'étais adjointe au maire chargée des finances. Donc, ce qui me donnait déjà l'occasion d'aller dans un certain nombre d'instances où, une fois passée la première réflexion de se dire c'est la secrétaire du maire ou c'est la chargée du budget, j'étais là, non, je suis l'élu.
Voilà, une fois qu'on avait passé ça, j'avais quand même la possibilité de rencontrer voilà des gens qui pour moi étaient waouh. Et puis il a fallu acquérir un sens politique aussi, ce qui est pas voilà, forcément... mais ça j'ai la chance quand même d'avoir un maire, le maire de Boulogne, Pierre-Christophe Baguet, qui a toujours été très inspirant, plein de conseils en fait pour me guider et pour me faire avancer. Il a lui-même été député. Et après, je suis arrivée au Sénat en ayant quand même déjà une certaine connaissance des codes administratifs, c'est-à-dire que je savais comment fonctionne la loi, je savais écrire des décrets. Donc en fait, j'avais déjà toute une partie, le bagage technique pour moi. Donc il me restait plus qu'à acquérir le fonctionnement de l'institution, ce qu'on ne peut faire, pas faire. Mais voilà, c'est déjà beaucoup plus facile. Je pense que quand on arrive bombardé, par exemple, quand on vient du monde de l'entreprise et qu'on découvre le monde administratif, je pense qu'il y a un petit choc. Alors vous êtes extrêmement pointu, spécialiste des budgets, spécialiste des finances. Bruno Retailleau d'ailleurs dit de vous que vous êtes la terreur des ministres. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que en fait, vous débusquez toutes les imprécisions qu'il peut y avoir dans les textes. J'aime pas, c'est-à-dire que quand je dépose un amendement, je l'ai travaillé. Et si je le dépose, c'est parce que j'ai vraiment identifié un problème. Et donc, je viens avec tous mes arguments bien ciselés. Voilà, j'aime pas l'imprécision. Voilà, donc voilà, vous laissez rien passer en gros. Exact, ça c'est pas faux. Cette exigence, vous l'avez aussi dans votre vie personnelle? Je sais pas si je peux dire que je suis si sévère que ça vis-à-vis de mes enfants, mais c'est vrai qu'en tout cas, certains disent que je leur mets la pression, voilà. Mais parce que c'est aussi le côté compétitrice qui est en moi. Enfin voilà, si on s'inscrit au départ, on doit toujours essayer de donner le meilleur de soi-même. Alors après, il peut y avoir des circonstances qui font que on a pu moins bien se préparer, que on peut rencontrer un obstacle sur la route, que on peut crever. Mais à la fin, il faut quand même essayer de se dire que quoi qu'il soit arrivé, on a essayé de donner le meilleur de soi-même. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que la politique, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel vous voulez faire carrière, que vous voulez poursuivre, ou est-ce que vous vous dites non, en fait, vous pouvez évoluer en fonction de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive? Alors en fait, moi, je suis arrivée là par une succession d'opportunités qui m'ont été offertes, mais jamais j'avais imaginé petite de dire qu'un jour je ferais de la politique. En fait, pour moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la question politique. Mais c'était inenvisageable. Si je vous dis qu'en fait, j'ai même jamais candidaté pour être candidate aux élections municipales parce que à 22 ans, je me disais mais on peut pas être, je peux pas être élue dans une ville de voilà. Qu'est-ce que j'ai apporté? Pas grand-chose. Par contre, j'ai toujours été très jeune impliquée dans la vie associative. Oui, donc classe de troisième, voilà, j'étais déjà, j'allais entraîner les petits, ensuite j'organisais des tournois, donc voilà, j'ai toujours fait à côté un engagement bénévole très important, mais ça me paraissait assez facile en fait de pouvoir être bénévole associative, alors même que ça emporte tout un tas de responsabilités qui peuvent être parfois plus importantes même que celles qu'on pourrait avoir dans la vie politique ou ailleurs. Mais voilà, je m'étais mise moi-même une sorte de barrière, et en fait, dès qu'on est engagé, que les gens voient qu'on peut nous faire confiance et que si on dit oui, on le fait, on le fait, et qu'on le fait de manière raisonnée, argumentée, en fait, on vient nous proposer d'autres opportunités, et c'est comme ça que je suis arrivée au Sénat. Donc après, vous laissez la liberté d'évoluer. En tout cas, il n'y a pas de plan de carrière politique comme il peut y avoir chez nos élus qui n'ont de cesse de vouloir avoir un poste en tout cas. Pour moi, par exemple, c'était pas évident d'être de nouveau candidate en 2023 pour le renouvellement sénatorial. Je me suis vraiment posé la question de est-ce que je peux avoir encore quelque chose à apporter au Sénat? Est-ce que moi aussi, je vais pouvoir trouver encore des perspectives d'évolution et d'apprendre d'autres choses, puisque si en fait on n'est plus que là pour ronronner, je pense que c'est profitable ni pour l'institution ni même pour soi-même. Donc un mot peut-être sur les finances publiques de la France qui sont quand même assez dégradées. Comme vous êtes l'experte sur ce domaine-là, comment est-ce que vous voyez une issue à cette dette colossale en tout cas et qui fait débat évidemment aujourd'hui en France? Je pense que le plus compliqué va peut-être être qu'en fait ce contexte de finances publiques extrêmement contraint fait que là aujourd'hui on vient de vivre une période électorale. On comprend bien que les citoyens ont une envie de changement, que certains ont fait des promesses pour être élus. En fait, c'est que confrontés à la réalité de nos capacités, de notre marge de manœuvre budgétaire, en fait, on ne pourra rien faire. Donc moi, j'ai plutôt la crainte qu'en fait, on va de nouveau réattiser un sentiment de colère, puisque finalement, les derniers qu'on n'avait pas essayé,
en fait, ils vont rien pouvoir faire de plus. Mais au-delà de l'aspect politique, pour vous, c'est quoi la vraie solution de... Ah ben, c'est qu'il faudrait avoir le courage de faire une vraie politique de rupture et de dire qu'aujourd'hui, notre situation, elle est tellement mauvaise. En fait, on vit à crédit déjà depuis de très nombreuses années. Hein. Depuis 1974, jamais un budget n'a été équilibré. Donc, c'est avoir le courage de dire que pour assainir les finances publiques, il faut avoir 2-3 années d'efforts, mais il faut que ces efforts ils soient portés par tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu cette politique parce que dès qu'on commence, en fait, on a commencé par cibler un secteur. Donc lui, il s'est senti stigmatisé, défile dans la rue et donc on finit par dire stop. Il faudrait dire, voilà, aujourd'hui, les efforts, c'est tout le monde. Donc, il y en a pour qui les efforts, ça va être, qui vont avoir des conséquences financières aussi, mais de leur dire qu'il faut, changer les pratiques pour aller vers la transition écologique, quand d'autres, ça va être des vrais efforts financiers parce qu'en fait, c'est là qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice national. Mais en fait, dire ça, pour moi, la personne politique qui aura le courage de dire ça veut dire que tout de suite, elle se dit qu'elle sera pas réélue. Oui, c'est ça, c'est toute la dualité. C'est le problème, et c'est que elle va dire ça le temps que la politique fasse ses effets et qu'on voit que le pays est reparti sur une base saine. C'est bien plus long que le temps d'un quinquennat. Donc en fait, malheureusement, comme pour moi, j'ai le sentiment que les politiques sont plutôt toujours en train de se projeter dans leur prochaine réélection et de surtout ne pas faire trop de vagues pour ne pas décevoir ou en tout cas s'attirer une trop forte animosité. En fait, il se passe rien. Ouais, ça suscite de l'immobilisme. On va passer à la question du média positif. Si vous le voulez bien, le média positif, c'est un média en ligne qui n'apporte que des bonnes nouvelles, qui ne propose que des parcours inspirants, des initiatives positives. Et c'est juste après le jingle. La question du média positif. Alors, comme vous êtes sénatrice, évidemment, on va pas tourner autour du monde de l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez ce média. En tout cas, c'est bien d'apporter des bonnes nouvelles, selon vous, quand on voit que le paysage médiatique souvent est assez anxiogène. Votre avis de sénatrice là-dessus? Ah mais là, je suis complètement d'accord avec vous. Et alors, moi, je vais vous le dire tout de suite, je ne regarde plus la télévision et encore moins les chaînes dites d'information, parce que elles nous montrent finalement toujours que des images dramatiques. Enfin, il suffit d'allumer, on a l'impression que la planète est en feu partout et qu'il se passe que des choses. Alors, je vais pas non plus nier et me voiler la face et dire que tout est merveilleux dans le monde dans lequel on vit, mais il y a pas assez d'équilibre entre à force de montrer que des situations de guerre, des situations de catastrophes naturelles, des situations de révolte, des situations de famine, on finit par croire que tout est mal sur la Terre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait dire communément que c'était mieux avant. Et en fait, quand on se replonge un peu, est-ce que c'était vraiment mieux avant? C'est-à-dire qu'avant, on pouvait mourir dans d'atroces douleurs. On avait un accès à la connaissance qui était beaucoup plus difficile. On avait une espérance de vie qui était plus basse. Donc, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Et pourtant, c'est ce que les gens pensent. Donc, c'est aussi lié parce qu'on a une déformation du monde qui nous entoure par les images qui nous sont renvoyées. Des images non-stop avec la multiplication des médias. C'est vrai que le phénomène s'est amplifié. Merci pour votre point de vue, Christine Lavarde. On va passer à la question de la Fondation Mosaïque à présent. La Fondation Mosaïque qui est une fondation qui est dédiée à l'inclusion économique dans les entreprises et qui lutte contre les discriminations à l'emploi. Et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque. Christine Lavarde, l'inclusion dans les entreprises, est-ce qu'elle doit aussi être au niveau des politiques, selon vous, au Sénat, à l'Assemblée nationale, le fait d'avoir autant de... La question s'est souvent posée, la parité homme-femme au sein des gouvernements, etc. C'est vraiment une question primordiale. Et est-ce que les femmes sont suffisamment représentées, les personnes issues de la diversité, les personnes issues du monde rural? Quel est votre point de vue? Je vais vous dire qu'en fait, finalement, mon premier acte, entre guillemets, politique, était sur cette question de la parité. Je me souviens très bien, donc à l'époque, j'étais adolescente, abonnée à un journal mensuel et il y avait le courrier des lecteurs. Et donc, c'était au moment de la discussion de la loi Copé-Zimmermann. Et donc, j'ai écrit pour dire que je trouvais vraiment que c'était infamant pour la femme d'avoir des quotas, d'imposer des quotas, et qu'en fait, il y a un moment, on devait pouvoir prouver par nous-mêmes qu'on pouvait accéder aux responsabilités.
Donc ça, c'est ma position, j'ai pas changé dessus. Je trouve que c'est dévalorisant Beaucoup de de femmes dire pensent ça d'ailleurs. qu'une partie. Après, si on regarde les faits, voilà. Sans ces quotas, je suis quasiment certaine qu'aujourd'hui je ne serais pas au Sénat. Sans les listes paritaires, parce qu'il y a qu'à voir en fait, les hommes d'ailleurs pour s'assurer des places font chacun une liste à côté, se mettent tête de liste, et c'est d'ailleurs comme ça qu'aujourd'hui on a un tiers de femmes au Sénat. Alors que les listes sont censées être paritaires dans la plupart des départements. Donc cette politique de quota, elle est c'est un passage obligé. Elle est un peu dévalorisante, mais c'est vrai que c'est un passage obligé. Et je pense qu'ensuite, pour les femmes qui sont arrivées aujourd'hui, personne ne nous reconnaît moins de valeur que les hommes. Mais il a fallu en passer finalement par la loi et par des quotas pour imposer notre présence. La représentativité, je parlais de l'inclusion de personnes issues du monde rural, du monde des quartiers défavorisés. Ça aussi, c'est important. Il y a peut-être pas suffisamment de représentation au Sénat, à l'Assemblée nationale. Alors, je sais pas si je pourrais dire ça, parce que finalement, quand on regarde, alors le Sénat est assez particulier dans son mode d'élection, mais la représentativité, par exemple, les agriculteurs sont en nombre. La proportion d'agriculteurs est supérieure à la proportion d'agriculteurs dans la population active française. Donc en fait, on a une déformation des catégories professionnelles par rapport à leur poids dans le politique, dans le monde politique. Dans le monde politique. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez interviewé Philippe Brun, donc qui est député socialiste de l'Eure, et qui expliquait qu'en fait, pour lui, le Parti socialiste devait justement représenter les catégories, les ouvriers, les employés. Oui, c'est pas forcément parce qu'on l'est qu'on défend mieux les intérêts. Fait, finalement, quand il regarde lui-même, il le dit avec justesse. Il est ni employé ni et pourtant il les représente. Et donc en fait, ce qu'il avait cherché à faire justement pour leur donner un peu accès à la parole, c'était de créer une école de formation pour aussi leur donner les codes qui demain pourraient leur permettre d'être candidat ou de contribuer au débat public. Donc je pense que c'est plus parce que en fait quand on regarde aussi à l'Assemblée nationale, on a des personnes qui sont arrivées comme ça, qui n'ont absolument pas les codes. Je suis pas certaine. En fait, elles contribuent au débat oral, un peu au spectacle de l'Assemblée nationale. Mais pas forcément. Mais après, je suis pas sûre que sur le fond, elles aient justement les codes qui leur permettent de pouvoir vraiment agir sur le fond. Donc, donc mais parce que c'est quand même un métier qui nécessite des compétences en droit, voilà. Bien sûr. Et aussi de savoir les codes, qui sont très importants quand on est dans l'hémicycle. Question de l'hémicycle à présent, justement. Alors là, pour le coup, vous êtes sénatrice, mais vous avez peut-être des questions à poser à ces députés qui sont dans l'hémicycle. C'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Christine Lavarde, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui nous gouvernent, à ces hommes politiques qui sont à l'Assemblée nationale, au Premier ministre peut-être, c'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes pour les interpeller, et c'est droit dans les yeux, face caméra. Alors, à chaque fois que vous présentez un projet de loi, à chaque fois que vous votez un amendement, est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'agir en premier lieu pour l'intérêt général, plus que dans la perspective de ne pas trop froisser vos électeurs et donc de préparer votre future réélection? Dit autrement, est-ce que vous avez toujours pris que des décisions courageuses dont vous saviez qu'elles pourraient être impopulaires, mais dont vous étiez convaincu qu'elles participaient au redressement de la France et à l'intérêt national? Voilà, le message est clair. Je crois que c'est celui que portent aussi beaucoup de Français, et ce qui crée parfois une distance entre le monde politique et les citoyens. Merci beaucoup, en tout cas, Christine Lavarde, d'avoir participé avec plaisir à cette émission Décideurs engagés. Vous êtes une décideuse engagée, très engagée, on l'a vu. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.